Verdun, 21 février 1916. Le jour se lève à peine lorsqu'un déluge de feu s'abat sur les lignes de l'armée française. Pendant près de 9 heures, les canons allemands crachent plus d'1 million d'obus. C'est le Trommelfeuer, le déluge de feu. De l'ordre de 3000 obus qui tombent chaque minute sur les positions françaises. 3000 obus par minute. De cette bataille, on connaît l'horreur des tranchées. Mais il est un autre lieu stratégique où s'est jouée la Grande Guerre, les forts. Défendus, perdus puis repris, ils ont pourtant joué un rôle capital. Sans les forts, Verdun serait tombé très vite. Ça ne fait aucun doute. Véritables superstructures de leur temps, les forts de Verdun résistent aux obus de gros calibre et sont équipés de tourelles blindées ultra sophistiquées. Avec une 75, elle est tellement précise qu'on pourrait tailler le buste d'un personnage illustre dans la montagne en face. Une quarantaine de forts défendent la ville de Verdun. 3 d'entre eux sont des objectifs prioritaires pour les Allemands. Le plus prestigieux, le fort de Douaumont. C'est un élément essentiel du système défensif français et il est réputé imprenable. Les soldats allemands qui vont devoir mener l'assaut sont terrorisés. Le fort de Vaux, lui, est aux mains d'un commandant jusqu'au boutiste. Sa devise, s'ensevelir sous les ruines plutôt que de se rendre. Enfin, le fort de Souville, dernier rempart à franchir avant de prendre Verdun. Il est défendu par un tout jeune soldat sans expérience. Il va rentrer dans ce fort, il va désobéir aux ordres parce qu'il sait qu'il arrêtera les Allemands dans ce fort et nulle part ailleurs. Comment ces forts à l'architecture ultramoderne ont-ils pu tomber si facilement aux mains de l'ennemi? C'est un coup de théâtre absolument incroyable. Quelles ruses les poilus ont-ils employées pour défendre les forts coûte que coûte? Qui sont ces hommes restés terrés des semaines entières au fond de ces carcasses de béton? Ils buvaient leur propre urine, comme on le fait sur un canot de sauvetage, en pleine mer. À l'heure de la vengeance, technologie et stratégie française prendront le pas sur l'homme. Voici une facette méconnue de la bataille de Verdun. L'histoire des forts de Verdun débute au lendemain de la défaite de 1871 face à la Prusse. L'armée française est désorganisée, son armement obsolète. Le pays est vulnérable. Pour dissuader une nouvelle attaque allemande, la France nomme le général Céré de Rivière. Il va doter le territoire d'une fortification permanente le long de ses frontières et de ses côtes. Au nord-est, Verdun est la plus puissante de ses places fortes. L'Allemagne peut reprendre la guerre, peut considérer que notre relèvement est trop rapide. Verdun a d'ailleurs été la dernière ville évacuée par les Allemands en 1873. Et on craint que les Allemands veuillent revenir. Et surtout, Metz étant devenue allemande, Verdun est désormais la principale place qui bloque la route directe entre l'Allemagne et Paris. Verdun se trouve à moins de 40 km de la frontière. Et la ville rivale, en quelque sorte, c'est effectivement la ville de Metz, qui avait déjà été fortifiée par les Français, mais qui devient une gigantesque forteresse. C'est ce qu'on appelle le Moselstellung, du temps des Allemands, et ça devient la plus vaste fortification du monde. Et donc, effectivement, Verdun est conçu comme une tentative de répondre à la Moselstellung allemande. On a la place forte contre place forte. À partir de 1875, Verdun va être protégé par 2 puissantes ceintures de fortifications. La ligne extérieure est défendue par 22 forts sur un périmètre de 43 km. 6 autres forts assurent une défense rapprochée de la ville. S'y ajoutent encore 15 ouvrages plus petits. Au total, 43 forts construits en l'espace de 35 ans. Entre chaque fort, 24 abris de combat avec postes de commandement et postes de secours. Des abris-cavernes pour protéger les troupes en poste dans le secteur. Des batteries d'artillerie et des dépôts de munitions souterrains. Le tout est protégé par 1000 canons et 65 000 hommes.
Une fortification impressionnante dont l'objectif n'est pas d'arrêter l'ennemi, mais de le retarder de manière à laisser du temps à la défense pour se réorganiser. Aucun fort, aucun château fort n'a jamais été imprenable. L'objectif d'un fort est de ralentir l'ennemi. Des forts qui ont aussi pour fonction de mettre à l'abri les soldats le temps de souffler avant de repartir au front. À l'intérieur, ils sont préservés des obus ennemis. Pendant le conflit, nombreux sont les poilus préférant être en poste dans ces énormes carcasses de béton plutôt que dans l'enfer des tranchées. Parmi ces forts, l'un des plus modernes et des plus puissants est le fort de Douaumont. Situé à 388 mètres d'altitude, sa superficie est de 8 hectares, ce qui en fait le plus grand de tous les forts de Verdun. De forme polygonale, sa capacité d'accueil est de 800 soldats qui pourront vivre en autarcie pendant environ 2 mois. Il est aussi l'un des forts les mieux armés de la région. Il est absolument quasi impossible pour une troupe régulière de pouvoir prendre un fort de cette puissance-là. Il y a trop d'obstacles à franchir. Premier obstacle, un réseau de fils barbelés de plus d'1 kilomètre de long tout autour du fort. Les barbelés, c'est ce qui sert à arrêter l'infanterie. C'est-à-dire qu'un réseau de barbelés qui est intact, on peut le franchir, mais il faut couper les fils et ainsi de suite. Donc c'est pas un travail forcément facile. Et si vous le faites, et que le fort est défendu, vous le faites sous le feu des mitrailleuses et des fusils. Donc c'est pas facile. Second obstacle, les fossés. Larges de 12 mètres et profonds de 8, ils sont défendus par 3 coffres de contre-escarpe depuis lesquels des canons revolvers et des canons de 12 culasses tirent pour empêcher l'assaillant d'entrer. La première chose qui sort du baril du canon, c'est une fine enveloppe de laiton qui devient une sorte d'étoile de ninja, puis s'abat sur les hommes. S'ensuivent les billes de plomb qui vont faire tomber encore plus d'hommes si tant est qu'il en reste encore debout. Enfin, le large disque de fer qui maintient les billes de plomb en place est placé en tête de tout ça, et il peut en tuer aussi. Donc avec un seul coup de canon, vous pouvez tuer tous les soldats le long d'une tranchée. Côté artillerie, Douaumont est l'un des forts les mieux armés. Son atout, une tourelle galopin abritant un canon de 155 mm, mesurant 3 mètres de long et pesant près de 2,5 tonnes. Un obus de 155 qui pèse 43 kilos, quand il vous arrive dessus, ça laisse des traces. Donc naturellement, avec une cadence de tir de 3 coups à la minute, la tourelle peut occasionner quelques dégâts aux troupes ennemies jusqu'à une profondeur de 7 km. Protégée par une calotte d'acier de 40 cm d'épaisseur qui met la tourelle à l'épreuve des obus les plus puissants, la chambre de tir peut tourner sur 360 degrés. Dès qu'une troupe ennemie prête à attaquer le fort est repérée à 1,5 km de là, vous pouvez la viser directement parce qu'à l'intérieur de la tourelle, on a un panorama sur tout le paysage. Le commandant, avec ses jumelles, prévient ses tireurs. Il y a un groupe d'Allemands là, près du clocher de l'église. Alors, il pointe le canon, et dès que la tourelle se lève, le canon va tirer immédiatement. Ensuite, il se replie pour se cacher. Douaumont possède aussi une tourelle plus petite de 75, ainsi que 2 tourelles de mitrailleuses pour défendre les dessus de l'ouvrage. S'y ajoutent 5 observatoires blindés. Ce sont les yeux du fort. Ils mettent à l'abri des balles les soldats qui observent les lignes ennemies. Enfin, pour protéger ses voisins, Douaumont possède une casemate de Bourges, une sorte de bunker depuis lequel 16 artilleurs tirent avec 2 canons de 75 à la vitesse de 12 coups par minute. Eux ne tirent pas dans la direction de l'ennemi. Ils sont protégés par une énorme couche de béton et ils tirent dans l'intervalle entre leur fort et le fort voisin. Donc, chaque fort protège son voisin qui, lui-même, protège son voisin. Et ainsi, personne ne peut traverser le terrain entre les forts. C'est ça le principe de la casemate de Bourges. Pour rester efficace, la superstructure n'a cessé d'être modernisée depuis sa construction en 1885, comme la plupart des forts de Verdun.
sa carapace par exemple. Au départ, les forts sont construits en maçonnerie de pierre. Mais face au progrès de l'artillerie, la fortification a dû s'adapter. Dans les années 1880, apparaissent des munitions qui remettent tout en question. C'est-à-dire que grâce à l'emploi de l'acier au lieu de la fonte, on a des obus qui s'allongent, des obus dont la contenance interne augmente. Donc face à ce problème, on réfléchit à ce qu'on va faire. Contre ces obus ennemis bien plus dévastateurs, l'armée française décide de recouvrir la carapace des forts d'une couche de béton ultra résistante, d'une densité de 400 kg de ciment par mètre cube. On va décaper la couche de terre qui recouvre les maçonneries. On va couler une couche de béton spécial entre 1,50 m et 2,50 m qui elle-même repose sur un lit de sable amortisseur. Et en dessous, on a les anciennes maçonneries. Mais seules certaines parties des forts sont renforcées. Alors pendant les bombardements, sur les murs, les soldats doivent chercher en urgence la fameuse ligne rouge qui devrait les garder en vie. La ligne rouge, le long des murs, indique l'endroit où ils sont le mieux protégés. Ici, ils savent qu'ils sont en sécurité car cette partie du fort les protège des plus gros obus. Mais ce n'est pas le cas dans certains couloirs plus étroits. Le problème, c'est que cette perle de la fortification verdunoise, située au point le plus haut de la région, les Allemands la convoitent. Douaumont est sur leur route vers Verdun. Lorsqu'ils amorcent leur offensive le 21 février, ce fort est dans l'axe de leur attaque. Et donc, la conquête du fort de Douaumont, pour eux, est incontournable. Ils doivent le prendre. De Douaumont, on a des vues quasiment sur 360 degrés. Et en plus, il a un armement qui lui permet de tirer quasiment sur toute la circonférence. Au moins sur la partie par où va arriver l'ennemi. Donc la possession de Douaumont, tactiquement, on peut dire, indispensable. Mais prendre ce fort ne sera pas chose facile. Les Allemands le savent. Lors de reconnaissances aériennes effectuées 2 ans plus tôt, ils ont photographié la superstructure. Le résultat est sans appel. Douaumont semble imprenable. Avant l'attaque du 21 février, il est déjà surnommé le sarcophage. Donc c'est quand même un fort qui fait peur. Justement parce qu'il apparaît comme le summum de la technologie guerrière française de l'époque, et les soldats allemands qui vont devoir mener l'assaut sont terrorisés. Minutieusement, ils ont préparé leur attaque à partir de ces photos aériennes. Chaque détail compte. Déjà, sa capacité de feu. Quelle peut être sa réaction? Le positionnement de ces pièces d'artillerie. Où elle tire? De quelle façon? Et surtout l'effectif. Savoir s'il y a 200 hommes, s'il y en a 150 ou s'il y en a 1 millier. 25 février 1916. 4 jours après le début de la bataille de Verdun, les Allemands se lancent à l'assaut de l'imprenable forteresse. Mais les événements ne vont pas du tout se dérouler comme prévu. Quand ils se présentent devant le fort de Douaumont, on imagine bien les soldats qui sont en train de s'approcher du fort, en train de se dire « Oh là là, faut qu'on en approche ». On est au mois de février, il fait froid, il y a quand même le stress de combat. Le premier barrage saute, mais les Allemands n'ont pas fini d'être étonnés. Et ils avancent, et puis à leur grande surprise, il faut vous imaginer, ils avançaient, ils devaient hurler en attendant les coups de feu qui ne sont jamais arrivés. Donc ils se retrouvaient un peu bêtement, on a envie de dire, devant le fort. Et dans ces détachements-là, il y a le premier qui est rentré, vraiment, c'est le sergent Kunzel avec son détachement de sapeurs. Alors, il descend dans le fossé. C'est une tête brûlée, les types, parce que bon, il n'y a pas de coup de feu. Mais attention, si on descend dans le fossé, il peut y avoir des coups de feu qui partent depuis les coffres, les canons revolver, les canons disculaces qui défendent les coffres. Le sergent Kuntz attendait les coups de feu. Il s'est approché de l'embrasure du coffre en pensant trouver le canon de 40 mm. Mais il n'y avait pas de canon. Inconcevable. Mais ce fort ultra armé est en réalité une coquille vide. Car en août 1915, 6 mois avant le début de la bataille de Verdun, un choix stratégique incompréhensible a été fait par la France. Un choix qui se révélera catastrophique. À l'époque,
le général Joffre, chef de l'armée française, déterminé à lancer une offensive en Champagne, a fait désarmer tous les forts de Verdun, alors inutilisés. On sait désormais qu'on a besoin d'artillerie lourde. Il faut donc des armes à tir courbe, il faut des obusiers, si vous voulez. Ces obusiers, on ne les a pas ou on en a peu. Donc où va-t-on aller les trouver? Eh bien, dans les fortifications. C'est-à-dire que l'on va vider les fortifications et on va se servir de ces pièces lourdes pour en faire des pièces d'artillerie lourde de campagne. Seulement, en plus d'avoir désarmé les forts, on les a aussi vidés de leur garnison. Tous les soldats en poste ont été envoyés là où on estimait qu'ils seraient plus utiles, en Champagne. Résultat, à Douaumont aussi, les 800 soldats censés défendre le fort sont partis. Mais ça, les Allemands l'ignorent. Et ce 25 février 1916, alors qu'ils se lancent à l'assaut du fort, ils ne s'attendent absolument pas à trouver la forteresse vidée de ses soldats. Seuls 57 Français sont présents. Et encore, ils sont âgés et ne sont pas du tout des combattants aguerris. À leur tête, Hippolyte Chenot. Loin d'être un officier, il est une sorte de concierge du bâtiment et il a 60 ans. Ce sont des unités de travailleurs qui sont laissées dans les forts pour l'entretien. Et c'est le cas, en fait, des hommes du gardien de batterie Chenot qui fait un travail d'entretien. C'est-à-dire, c'est un gardien de batterie, il a en charge, il a l'équivalent dans l'armée d'un grade d'adjudant, mais c'est un poste administratif d'entretien, pas de combat. Encore plus incroyable, ce 25 février, Chenot et ses hommes, enfermés dans leur fort à l'abri des obus ennemis qui tombent depuis 4 jours, sont à 1000 lieues d'imaginer qu'ils sont, en ce moment même, encerclés par les Allemands. Il faut bien se rendre compte qu'il y a un blackout sur la communication, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des obus qui tombent par milliers tout autour, il y a de la fumée dans les alentours, c'est un véritable vacarme. Les assaillants vont ainsi pouvoir entrer dans le fort comme dans un moulin, sans même devoir tirer un seul coup de feu, sous les yeux ébahis des Français. Ah bah il est surpris, lui, Chenot. Lui, d'un seul coup, il voit des Allemands devant lui, quoi. Il comprend pas, quoi. Enfin, il comprend tout de suite ce qui s'est passé, quoi. Imaginez-vous la stupeur des Français qui tombent, qui voient arriver, alors qu'ils sont absolument pas conscients qu'il y ait ces détachements allemands devant le fort. Que pouvaient faire de toute façon une soixantaine de territoriaux contre des compagnies allemandes, hein, que ce soit de pionniers ou même Landwehr et ainsi de suite. Donc à partir de là, ils ne pouvaient faire qu'une chose, c'est lever les bras et être fait prisonnier. Un désastre, une humiliation pour toute la France. La forteresse la plus prestigieuse capturée sans combat. À partir de ce jour, reprendre Douaumont sera l'obsession de l'armée française. En face, on s'empresse de diffuser la nouvelle par ce communiqué. Douaumont ist gefallen. Douaumont est tombé. Les Allemands exultent. La victoire semble toute proche. On prend Douaumont, donc c'est une victoire médiatique énorme et qui attend une suite. Ce succès médiatique, c'est la prise de Verdun. Et donc, Douaumont étant pris, ben voilà, Verdun est à portée de main. Maintenant, il faut que la ville, elle tombe. Puisqu'on a annoncé la chute de l'obstacle principal qui menait à la ville, eh bien maintenant, allez, on va prendre la ville. C'est une sorte de bras de fer pour le prestige après. Mais les Allemands ont encore un obstacle à franchir. Un autre fort leur barre la route, le fort de Vaux. S'ils veulent Verdun, ils doivent le neutraliser. Seuls 3 kilomètres séparent Douaumont de Vaux. Pourtant, il faudra 3 mois et demi aux Allemands pour les parcourir. Faire 50 mètres quand vous avez 6 mitrailleuses qui tirent sur une compagnie, eh bien, ça devient impossible. Les tirs sont croisés, vous ajoutez à cela les obus qui vous tombent sur le coin de la figure. Donc la progression ne peut se faire que par micro-progression de trou d'obus en trou d'obus. Vous avancez de 5 mètres, vous vous tairez pendant que les mitrailleuses tirent et vous essayez de avancer à nouveau de 5 mètres, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes plus tard. C'est ça, le combat de Verdun. Et même une fois arrivés devant le fort de Vaux en ce mois de juin 1916, les Allemands ne sont pas au bout de leur peine.
Ils vont devoir faire face à des Français résolus à ne rien céder. Une semaine de combat aussi effroyable qu'héroïque. Voici le fort de Vaux. Culminant à 350 mètres, il domine toute la partie est de la plaine. Bien plus petit que Douaumont, il est cependant puissamment armé avant le début de la guerre en 1914. 2 casemates de Bourges, une tourelle de 75 et 3 observatoires cuirassés. Ces fossés de 10 mètres de large sont battus par 3 coffres de contre-escarpe. Ce fort est devenu un objectif prioritaire de l'offensive allemande. La progression ne peut pas se faire en avant sans la chute du fort de Vaux. Donc, si les Allemands veulent continuer dans cet objectif de prendre Verdun, le fort de Vaux doit tomber à son tour. Impensable pour l'état-major français. Vaux doit tenir à tout prix. Encore faut-il trouver un commandant de fort capable de résister aux Allemands. Un appel à volontaires va être passé. Un officier accepte, le commandant Raynal, un fervent patriote, un homme autoritaire de 49 ans. Encore convalescent et boiteux après 3 grosses blessures qui l'empêchent de combattre en première ligne, il n'hésite pas. Cette mission à haut risque est faite pour lui. Je rêve tout de suite d'être aux prises avec l'ennemi. Je suis heureux, ravi. C'est bien mon rêve qui se réalise. Il considère qu'il a été trop rapidement blessé, 2 fois coup sur coup quasiment, et donc il veut être au service de sa patrie. C'est un choix personnel, c'est le sens du devoir, c'est le patriotisme, on appelle ça comme on veut. Mais il considère que étant officier, c'est là que le devoir l'appelle. Novice dans l'artillerie des forts, Raynal va d'abord passer par l'ouvrage de La Falouse, tout près de Verdun, converti en centre pour blessés. Ici, il découvre le fonctionnement d'une tourelle de 75, la même que celle de son futur fort. Le commandant est enthousiaste. Seulement, ce qu'il ignore, c'est qu'à Vaux, la tourelle censée protéger l'ouvrage a explosé il y a 3 mois. Le fort de Vaux, il a été amplement bombardé dans les premiers jours de la bataille. Le 26 février 1916, il prend 129 obus lourds sur la tête. 129 obus lourds, dont des 420 mm, donc les projectiles d'1 tonne, qui sont tirés par des canons qui ont une portée de 14 km. Les soldats disent que quand il y a un obus de 420 mm qui arrive, c'est comme si un train complet, avec tous ces wagons, vous tombez dessus. L'obus se fiche dans le fort, on a l'impression que le fort s'enfonce dans le sol, remonte, et après une explosion qui est terrifiante. Mais pour l'heure, la seule préoccupation de Raynal est de savoir comment rejoindre le fort afin d'en prendre le commandement. Sous une pluie de fer, s'appuyant sur sa canne de blessé et muni de son seul revolver, il progresse sous la mitraille. Après 2 heures de marche, ce 24 mai 1916, le voilà enfin arrivé au fort de Vaux. Mais sa désillusion est totale quand il découvre l'état de ce fort qu'il a promis de défendre coûte que coûte. Car non seulement il constate que la tourelle de 75 n'existe plus, mais que les casemates de Bourges ont elles aussi été désarmées suite au fameux décret de 1915. Le fort de Vaux ne présente donc quasiment plus aucun élément de défense. Les nouvelles armes, il fallait les amener sous le bombardement ennemi. C'est-à-dire que les Allemands qui veulent s'emparer de Vaux, parce qu'ils en ont besoin, tactiquement parlant, ils bombardent constamment la zone pour empêcher les renforts d'arriver, pour empêcher les relèves de repartir. Ils cassent tout ce qu'ils peuvent casser et qui peut participer à la conservation du fort. Et donc, le fort, il n'a pas pu être réarmé. Raynal, à la tête d'une garnison de renfort de 250 hommes, se retrouve dans un monolithe de béton, devenu un simple abri. De ne pas vraiment mesurer la situation. Et il ne sait sûrement pas ce qu'il attend. Ça, c'est certain. Mais il va très vite comprendre les choses. Qu'il arrive dans une carcasse qui prend des coups et qui n'a pas de capacité de se défendre et de tirer au loin pour garder à distance l'ennemi.
Raynal doit réorganiser toute sa défense en installant des mitrailleuses dans les embrasures des casemates de Bourges. Certes moins efficaces que les canons de 75, mais le commandant n'a pas le choix. Reste à attendre. Les Allemands ne devraient pas tarder à attaquer la forteresse pour tenter d'y pénétrer. À l'intérieur du fort de Vaux, la vie s'organise. Dans la caserne, on trouve les chambrées pour la troupe, les latrines, différentes pour les simples soldats et les officiers. Ici, la cuisine, le bureau du commandant Raynal, le poste de télégraphie pour les communications et enfin la citerne d'eau située au sous-sol. Autonomie en vivres, 2 semaines. Capacité d'accueil, 280 hommes maximum. Mais ils sont 600 poilus dans le fort. Aux 250 hommes de Raynal s'ajoutent 350 soldats. Ce surpeuplement découle de bribes d'unités qui sont plus ou moins perdues, de soldats qui sont venus se mettre à l'abri du fort, qui ont perdu leur unité, leur commandement, et donc qui sont là pour un temps, mais qui ont bien réussi à y entrer, mais qui ne sont pas très pressés d'en sortir, parce que le bombardement à l'extérieur est absolument terrible, et qu'au moins dans le fort, ils bénéficient d'une protection. Le fort n'était pas fait pour accueillir des centaines de soldats. Alors, ils se sont entassés dans les couloirs très étroits de ce tout petit ouvrage militaire. Le plus gros problème était, a-t-on assez de nourriture, de matériel médical, de munitions, et surtout, a-t-on assez d'eau? Raynal est rassuré. S'il rationne les vivres, il aura de quoi tenir plusieurs jours, même avec une garnison aussi importante. Seulement, les bombardements à l'extérieur sont si effroyables que plus personne ne peut sortir du fort. Alors forcément, les conditions de vie deviennent vite atroces. Le caporal Laurent de la 51e compagnie de génie témoigne. On vivait dans la crasse, barbe de 15 jours, couvert de poux, au milieu d'une âcre odeur de sang venant de l'infirmerie où l'on entassait les blessés. On pataugeait dans l'urine au WC, où l'ammoniac rendait l'air irrespirable. Dès qu'on rentre là-dedans, il y a une odeur épouvantable. Une odeur de sueur, une odeur de cuir. Ça sent, encore une fois, ça sent le soufre. Ça suinte de partout déjà. Il y a une humidité qui est malsaine. Et puis, il n'y a pas d'éclairage électrique. Donc à la bougie, donc la lumière, elle est blafarde. Il suffit qu'elle explose en extérieur, le souffle s'engouffre par une entrée. Là, on se retrouve dans le noir. Et ces endroits, il y a des cris. Il y a des cris forcément de peur quand un obus frappe fort, mais il y a des cris aussi, ce qui est plus poignant, c'est les appels au secours des blessés. Mais les hommes de Raynal n'ont encore rien vu. Car cette nuit du 2 juin 1916, les Allemands s'approchent de Vaux. Et bientôt, les poilus à l'intérieur du fort vont connaître l'enfer sur terre. Profitant de l'obscurité, 2 régiments allemands, le 158e et le 53e, sont parvenus à encercler le fort. Les défenseurs français, positionnés au-dessus des coffres de Contrescarpe, sont à peine sortis que les Allemands leur tombent dessus. À coups de grenade, ils vont réussir à forcer les Français à se replier à l'intérieur du coffre. Ils vont alors les talonner et les obliger à rentrer dans les galeries obscures pour remonter vers la caserne. La situation au 2 juin est donc inédite. Un fort moitié français, moitié allemand. On se retrouve avec cette situation de ce fort qui, à partir de ce moment-là, est finalement partagé en deux, et dans lesquels les combats vont se poursuivre. Et ça, c'est aussi un étonnement pour les Allemands. Finalement, bon, on les encercle, tout, et ils continuent de se battre. Et il va falloir les déloger. Mais Raynal est bien décidé à ne pas être chassé. Il doit tenir le fort à tout prix. On a un commandant déterminé, on a des hommes commandés, qui sont conscients de faire leur devoir, ils sont conscients de faire leur devoir, avec l'espoir d'être dégagés, on a de l'armement, après tout est réuni pour continuer la lutte. Une lutte de 5 jours, dans l'obscurité totale. Dans d'étroits couloirs d'1,50 m de large et 2 mètres de haut. Français et Allemands sont chacun derrière des barricades érigées à la va-vite avec des sacs de sable. Les combats ont lieu à l'explosif pour tenter de progresser de quelques mètres dans la gaine. Imaginez-vous, une explosion dans l'espace confiné comme ça, bam, l'onde de choc déjà, tous les tympans en sifflent, on est complètement retourné, la fumée qui est rejetée partout.
la fumée, donc faut mettre les masques et autre chose. Et puis après, on y va à l'intérieur, quoi, dans les galeries dans le noir. Sachant qu'en face, ils n'ont pas été neutralisés, ils ont qu'à appuyer sur la gâchette de la mitrailleuse, ils tirent droit devant eux, les balles ricochent dans tous les sens, on balance des grenades, c'est un vrai enfer. Vous imaginez, en plus dans l'obscurité, donc vous vous battez face à des hommes presque à bout portant, les corps s'entassent, c'est ce qui s'est passé à Vaux, c'était une horreur absolue. Des cadavres que les soldats ne peuvent même pas déposer dehors, car ils sont totalement cernés par les Allemands, tels des rats pris dans une nasse. On peut considérer que cette garnison du fort, elle est en quelque sorte emmurée, prisonnière, dans une forteresse qui est un piège et qui risque de se refermer sur elle. À l'intérieur, c'était épouvantable. Pourtant, la vie continuait. C'est incroyable. Ils n'ont jamais abandonné. C'étaient des hommes tellement courageux. Il faut dire que le commandant Raynal a su insuffler sa détermination à ses troupes. Il a comme consigne d'appliquer la devise du 5e régiment d'artillerie à pied, qui était s'ensevelir sous les ruines du fort plutôt que de se rendre. Il est vraiment dans cette logique défensive, on s'accroche au terrain et donc tout sera fait, tous les moyens seront utilisés pour faire en sorte que le fort ne tombe pas aux mains de l'adversaire. Nous sommes le 4 juin 1916. Cela fait 2 jours et 2 nuits que l'on se bat dans les gaines. La situation est dramatique. Le commandant Raynal veut encore y croire. Seulement, une catastrophe survient qu'il n'avait pas prévue. Il y a un sergent du génie qui vient voir Raynal et qui dit « il n'y a plus d'eau ». Il dit « comment ça, il n'y a plus d'eau ?»« Il n'y a plus d'eau ». Et là, le sergent du génie lui montre, et là, en effet, la citerne, elle était maçonnée, c'était une pièce en dessous, et le problème, c'est qu'à cause des bombardements qu'il y a eu, il y a eu des vibrations, ça finit par faire des fissures, et l'eau est partie dans le sol. Et donc, il n'y a plus de flotte. Et là, quand il n'y a plus d'eau, c'est tout autre chose. Le 4 juin, on a vraiment ce tournant-là, c'est-à-dire que là, le compte à rebours est amorcé pour les Français. Ils savent très bien, soit c'est de dégager, soit c'est peut-être la mort, c'est une attaque principale, ou soit ça sera inexorablement la reddition. Parce que la soif, ça rend fou. La soif, ça rend fou. La situation de siège rend le ravitaillement impossible. Dehors, c'est l'avalanche autour du fort où le bombardement a redoublé. Le commandant Raynal doit rationner l'eau, drastiquement. Rapidement, ces hommes dépérissent. Le sous-lieutenant Roy raconte. Nous allons désormais avoir à lutter contre un adversaire de plus, un ennemi contre lequel il n'y a pas d'armes, or le courage et le grincement de dents. Tout se résume dans cette rumeur qui se répand dans les groupes. Il n'y a plus d'eau dans la citerne. Vous avez aussi les types qui commencent à tourner de l'œil, à faire des malaises, à lécher les murs pour essayer de trouver de l'humidité. Ils buvaient leur propre urine, comme on le fait sur un canot de sauvetage en pleine mer. Mais ça ne pouvait pas durer bien longtemps. C'était un acte désespéré. Les Français ne seront sauvés que si l'armée lance une offensive sur le fort pour neutraliser les Allemands. Raynal doit prévenir l'état-major de l'extrême urgence de la situation, mais les communications téléphoniques sont coupées. Sa dernière carte maîtresse, c'est un volatile. À l'époque, les pigeons voyageurs permettent d'acheminer des messages à l'état-major. L'oiseau ne sait voyager que dans un sens, de l'endroit où il est lâché vers son pigeonnier. Le commandant Raynal avait au départ 4 pigeons. 3 ont déjà été lâchés. Il n'en reste plus qu'un seul. Il a le matricule 787-14. Il est le dernier salut des emmurés du fort de Vaux. Et voilà le message que Raynal lui attache à la patte. Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuse. Il y a urgence à nous dégager. C'est mon dernier pigeon. L'animal est lâché. Il doit rejoindre son pigeonnier à la citadelle de Verdun, à une dizaine de kilomètres de là, au siège de l'état-major. Mais son vol va être semé d'embûches. Il a des kilomètres à franchir
Et déjà, il doit sortir du champ de bataille, c'est-à-dire échapper au souffle des explosions, au gaz des explosions, aux éclats d'obus. Et tout ça, imaginez ce que peut être le vol d'un oiseau au milieu de tout ça. Mission réussie pour le Pigeon. Le message de Raynal est bien arrivé. Malheureusement, les tentatives de contre-attaque françaises vont échouer. Impossible de dégager la garnison du fort. Raynal espérait que l'armée française pourrait faire une percée pour sauver ses hommes et son fort. Mais c'était impossible parce que non seulement les Allemands étaient sur les hauteurs du fort, mais ils bombardaient aussi les lignes françaises. Là d'où l'aide pouvait arriver. Raynal a tellement espéré. Mais c'était un espoir déçu. Il s'est raccroché à la moindre branche. À l'intérieur du fort, la situation est dramatique. On se bat maintenant depuis 4 jours dans les gaines, au milieu des gaz. Et il n'y a plus d'eau. Les hommes de Raynal meurent littéralement de soif. Je fais une visite à nos postes. L'abattement est sur tous les visages. Ma voix n'arrive plus à redresser les soldats qui, il y a quelques heures, avaient encore une lueur d'espoir dans les yeux. Les hommes ne répondent plus à mes objurgations. Ceux qui me regardent ont l'air hébétés. Ils souffrent. La faim, l'horrible faim m'apparaît inéluctable. Ma gorge brûlante se serre d'anxiété. Non, il ne faut pas que ce soit. Au secours. Au secours. C'est pas Raynal qui craque moralement, c'est la guerre. Il ne peut pas demander à des hommes de se battre jour et nuit sans boire. C'est pas possible, ça. Il arrive un moment où l'organisme est au bout, quoi. Après 6 jours et 7 nuits d'une lutte acharnée, le 7 juin 1916, le commandant Raynal capitule face aux Allemands. Mais dans cette forteresse obscure, difficile de communiquer avec l'ennemi. Les Allemands racontent que les Français vont retirer un sac et ils vont tendre une perche avec un drap blanc. Sauf que les Allemands, en bas, dans un premier temps, ne vont pas le voir. Donc l'officier qui avait été chargé par Raynal de rentrer en contact avec les Allemands, il est accompagné d'un clairon. Et clairon français va jouer le cessez-le-feu, en fait, l'alto-feu, cessez-le-feu. Les Français sont faits prisonniers. Blessés, terrorisés, ce sont de véritables fantômes qui se rendent. Ils auront combattu jusqu'au bout. Les Allemands eux-mêmes sont bluffés par l'opiniâtreté et le courage de ces poilus. Et là, Raynal, il a mis un point d'honneur à équiper parfaitement un piquet d'honneur français. Donc les types, ils étaient quand même usés, ils étaient fatigués, ils étaient assoiffés. Mais on se rendait avec les honneurs, on était restés dignes malgré la lutte. Et ça impressionne Müller. Il raconte quand il rentre, donc il arrive à la galerie centrale, et en fait il est entouré de 2 rangées de soldats français qui se mettent au garde à vous impeccablement. Ça, il le dit. Raynal a fait équiper vraiment ces soldats français, il leur manque rien, l'équipement complet, avec les gourdes aussi, sans eau, évidemment. Et Müller est impressionné. Ce sont quand même de sacrés adversaires. À la bougie, les Français vont quitter le fort pour rejoindre un camp de prisonniers. Mais leur unique obsession alors, c'est boire. Les Allemands racontent, en croisant les Français déjà dans la caserne et quand ils commencent à descendre dans la gaine, les Français font comme ça aux Allemands. C'est décrit, ils mettaient leurs pouces, leurs mains pour la bouche pour montrer qu'ils avaient soif. Et ensuite, les Français vont sortir donc, du fort, enfin sortir du Capharnaüm, quoi, enfin. Ils vont descendre les pentes du fort de Vaux, et là, ils vont se jeter littéralement les premiers trous de flotte qu'ils vont croiser. Là, ils vont boire, ça y est, enfin boire, même si l'eau était impropre à la consommation, même si par la suite certains vont être malades, parce que forcément, avec tous les détritus, tous les morceaux de cadavres qu'il y avait dans l'eau, voilà. Les Allemands, eux, investissent leur nouveau butin. Le fort de Vaux leur appartient. Verdun n'est plus qu'à 5 km. Ils n'ont jamais été aussi près de leur but. Après Douaumont-Tombé, puis Vaux, un dernier obstacle leur barre la route.
le fort de Souville. Si les Allemands s'en emparent, Verdun leur appartient. S'ils échouent, la France pourrait bien contre-attaquer et tenter de reprendre les forts perdus. Mais défendre le fort de Souville ne sera pas une mince affaire pour les poilus. L'ouvrage n'est plus qu'une ruine, et son commandement est aux mains d'un homme qui, en apparence, n'a rien d'un défenseur de place forte. Nous sommes le 11 juillet 1916, un mois après la perte du fort de Vaux. Sous un déluge de feu et d'acier, les Français de la 3e compagnie du 7e régiment d'infanterie s'élancent au pas de course. Ils ont pour mission de rejoindre le front au lieu dit des carrières de Vaux-Chapitre, à 6 km de là, pour renforcer les troupes. La distance à parcourir est terrible pour les 200 hommes de la compagnie. Il n'y a quasiment plus de tranchées. Il y a des trous d'obus remplis d'eau et de boue. Certains soldats se noient dedans. Et donc les soldats vivent dans le froid, dans la boue, avec les rats. Il y a des cadavres partout. À cela s'ajoutent les armes chimiques, dont le terrifiant phosgène, un gaz qui tue en quelques secondes. Ce gaz, justement, va décimer la 3e compagnie du 7e régiment d'infanterie. Sur les 200 hommes, en à peine 2 heures, 140 vont être asphyxiés. Parmi eux, leur chef, le capitaine Soucard. Il ne peut pas aller plus loin. Il confie le commandement au seul officier en état de combattre, un certain Kléber Dupuis. À première vue, l'homme n'a pas du tout la stature d'un commandant. Il n'a que 24 ans, n'est que sous-lieutenant et n'a aucune expérience de la guerre. Il y a encore 2 ans, ce jeune homme originaire d'Arcachon était instituteur. Mais ce 11 juillet 1916 au matin, Kléber se retrouve bel et bien à la tête de 60 hommes et il n'a pas le choix. Son neveu Jean-Louis Dupuis connaît bien l'histoire de Kléber. Les faits d'armes de son oncle se transmettent dans la famille de génération en génération. Vous savez, à ce moment-là, un officier obéit aux ordres. On lui dit, vous allez prendre le commandement de la compagnie, vous allez aller aux carrières. Donc, c'est l'ordre. Je vais aux carrières. Je ne me pose pas de questions. Moi, je suis un officier subalterne. Je ne suis que sous-lieutenant. Direction les carrières, comme le stipule l'ordre initial reçu par la compagnie. Mais sur la route, Kléber passe devant un fort, le fort de Souville. Et c'est au moment où il passe devant Souville avec ses 60 hommes qu'un sergent va jaillir du fort, un sergent qui est un territorial, qui fait partie de la garnison du fort et qui va lui dire « Mon lieutenant, le fort est foutu, le fort est foutu. Ils sont tous morts ou gazés. Le lieutenant-colonel Astreux qui commande le fort n'existe plus. Il faut faire quelque chose. Venez voir. » Et Kléber Dupuis se dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut que j'aille voir. Il est 6 heures du matin quand Kléber Dupuis descend dans les entrailles du fort. Il rentre dans le fort, il voit des hommes allongés, gémissant, des hommes blessés, certains morts. Et il voit qu'effectivement, le fort n'était plus en état d'être commandé. Et alors, pour lui, la question se pose. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aux carrières? J'ai l'ordre d'aller aux carrières. Et si je vais aux carrières, le fort? Un dilemme pour le jeune instituteur. S'il va aux carrières, il risque de perdre tous ses hommes à cause des bombardements. S'il reste au fort, alors il désobéit et risque la cour martiale. Sa décision est prise, il défendra la forteresse. Et ce choix va marquer toute l'histoire de la bataille de Verdun. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Il sait très bien que le geste qu'il va faire, pour lui, c'est le conseil de guerre. Mais il est tout jeune. Il n'a pas d'expérience réellement comme un vieil officier, je dirais. C'est le jugement, c'est la vista instantanée qui voit ce qu'il faut faire et qui
saisit qu'il y a peut-être mieux à faire que d'obéir à un ordre qui, lui, est déjà décalé dans le temps et qui ne correspond plus à l'immédiateté de la situation qu'il a sous les yeux. Car le fort de Souville est le rempart ultime avant la ville de Verdun. Seuls 3,8 km les séparent. S'il tombe, Verdun tombe. Kléber Dupuis l'a compris. Problème, le fort n'est plus du tout en état de défense. À cause du décret de 1915 sur le désarmement des forts, exit les canons des caponnières. Exit aussi les canons de 90 et les 2 mortiers lisses. Kléber ne pourra pas non plus compter sur les 2 canons de 155 de la tourelle à éclipse. L'éclatement d'un des 2 tubes l'a rendu hors service. Résultat, ce 11 juillet 1916, lorsque Kléber décide d'en prendre le commandement, Souville est totalement désarmé et en ruine. En urgence, l'ancien instituteur doit réorganiser toute la défense du fort. C'est un fin tacticien. Il va essayer, avec le peu d'hommes qu'il a, de les optimiser. Il va essayer de requinquer les territoriaux pour que, même s'ils ne peuvent pas combattre, ils pourront, ces territoriaux, alimenter les soldats combattants en première ligne avec des grenades. Il va essayer de positionner les 3 mitrailleuses dont il dispose, c'est très peu. Il faut effectivement prendre les bonnes décisions, les prendre sous des bombardements. Et donc pour cela, il faut quand même un sang-froid incroyable. Et Kléber Dupuis a ce sang-froid. Il faut dire que le jeune homme est depuis longtemps un passionné de rugby. Un sport d'équipe, stratégique, où il faut jouer collectif et dont l'objectif est de conquérir le terrain adverse. À Verdun, Kléber se retrouve tel un capitaine d'équipe. Il est 3 carrels. Le 3 carrels, quand on lui donne le ballon, il n'a plus le choix, il faut y aller, il y a les avants devant. Et donc, autant dans le rugby que lors de cette bataille, il saura positionner ses hommes à l'instant, en les positionnant à l'instinct au bon endroit. La journée s'achève. L'attaque allemande est imminente. Kléber Dupuis et ses hommes sont prêts. Mais il ne restait plus qu'à attendre. 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 Les 60 hommes qui étaient rescapés de la compagnie pouvaient se reposer. Les uns écrire. Certains faisaient leur testament. Donner les dernières instructions parce qu'ils sentaient bien qu'il risquait d'y rester. Le lendemain matin, le 12 juillet à 5h30, les Allemands attaquent depuis le nord. La bataille va durer 3 heures et se jouer à 1 Français contre 5 Allemands. On est à 10 mètres. Ce sont des batailles certainement avec des grenades et des fusils, mais ensuite c'est des batailles à la baïonnette et au couteau. D'autant plus que les Allemands se sont infiltrés au milieu des défenseurs. Donc la bataille sur Souville est une bataille au corps à corps. C'est effroyablement long. 3 heures de temps, c'est très très long. Quand on n'est que 35, qu'on n'a que 3 mitrailleuses et que les vagues allemandes se succèdent et que l'on ne sait pas combien de vagues allemandes vont se succéder. Par chance, vers 9h, des renforts français arrivent pour suppléer la partie ouest du fort. L'ennemi s'est installé sur la superstructure de l'ouvrage. Il faut le neutraliser et le déloger. Seulement l'état-major français va commettre une grave erreur. À la jumelle, apercevant des Allemands sur le fort, il pense que Souville est aux mains de l'ennemi et ordonne de bombarder l'ouvrage. L'artillerie française va tirer des obus sur le fort de Souville pour enrayer l'avancée allemande. Et en tirant ces obus, ils vont tuer des Français, des soldats français qui se battent contre ces Allemands. Fou de rage, Kléber se rue sur le téléphone. Il supplie l'état-major de tirer plus loin. Allô, allô, baissez la tourelle, allongez le tir, allongez le tir. Où êtes-vous? À Souville. Et les Allemands? Oh, les Allemands, ils sont repoussés. On a fait quelques prisonniers. Allongez, allongez, allongez le tir. Les poilus parviennent à bloquer l'ennemi, l'obligeant à se terrer dans les trous d'obus. Enfin, vers 14h ce 12 juillet, les assaillants sont définitivement repoussés.
La compagnie de Kléber-Dupuy ne compte plus que 15 hommes sur les 60 au départ. Mais le fort de Souville reste français. Les Allemands ne sont pas passés. Verdun ne tombera pas. Les uns étaient déterminés à investir le fort, mais les autres étaient déterminés à défendre le fort. Et finalement, ce sont ceux qui étaient les plus déterminés qui ont pris le dessus de la bataille. La bataille de Verdun aurait pu s'arrêter là. Mais les Français rêvent d'une revanche éclatante. Il faut reprendre les forts, surtout Douaumont, perdu dans la honte 8 mois plus tôt, et ce, quel que soit le prix en vie humaine. Ça devient une question de fierté. Après avoir perdu ce fort si bêtement, il faut le reprendre. Reconquérir Douaumont devient alors le moyen de prouver « Non, nous n'avons pas perdu cette bataille ». À partir du moment où Verdun, c'est la France, reconquérir une partie du terrain perdu en février ou en mai, c'est reconquérir une partie de la France. L'armée française va mettre le paquet. Entrent en jeu de véritables monstres, 2 obusiers de 400 mm montés sur rail et postés à 14 km de leur cible. Et le 24 octobre 1916, après 3500 obus de gros calibre tirés sur le fort, Douaumont redevient français. L'honneur de la patrie est sauf, mais l'opération aura coûté des milliers de morts supplémentaires. 9 jours plus tard, c'est au tour du fort de Vaux d'être libéré. La boucle est bouclée. La grande bataille s'achève sur un retour au statu quo de départ entre les armées ennemies, à ceci près qu'elle se trouve diminuée de 700 000 hommes, morts ou blessés. La bataille de Verdun aura duré 10 mois, mais il faudra encore 2 ans pour que la guerre s'achève. 2 ans pendant lesquels le commandant Raynal, le valeureux résistant du fort de Vaux, restera en captivité. Après la guerre, son dernier pigeon voyageur, appelé le Vaillant, sera élevé au rang de héros, en étant cité à l'ordre de la Nation et en recevant une bague d'honneur. De retour à la vie civile, Kléber-Dupuy, le jeune instituteur parvenu à bloquer les Allemands à 3 km de Verdun, passera le reste de sa vie à s'occuper des anciens combattants. Jusqu'à sa mort, il refusera les honneurs. Quand on lui disait « Vous êtes un héros », il répondait « Moi, un héros ». J'en étais que l'un d'entre eux. Quant au fort de Verdun, l'expérience acquise durant les combats servira à concevoir la future ligne Maginot, nouveau système de défense fortifié, construit en France à partir de 1928, face à une Allemagne menaçante. À Verdun, 100 ans plus tard, les vestiges de quelques-uns des forts sont toujours visibles et même ouverts au public. Ils sont les témoins les plus impressionnants de cette bataille hors norme.